Oui. Photoshop. Mais pour la mandarine. Non, mais elle va le retourner. Ça enregistre, hein? Joël, machin 80. 1, 2, 3, 1, 1, 1, 1. 1, 2. Mais je parle dedans? Mais vraiment dedans? Mais je parle vraiment dedans. J'ai un peu pour avoir le... Bon. Alors, on va commencer. Il est où mon téléphone? Merci à tous d'être présents. Je ne sais pas comment vous êtes arrivés jusque-là, si vous avez Par la porte. eu la communication autour en fait, des interventions que l'on fait. On a appelé ça les rendez-vous. Au départ, avec James, on a eu une superbe idée. On s'est dit, tiens, on va faire des animations et on va appeler ça les rencontres. Et on s'est dit peut-être que les rencontres d'Arles, ça pourrait fonctionner peut-être avec le temps. Et après, on s'est dit, en fait, non, c'est déjà pris. Donc on a appelé ça les rendez-vous. On ne voulait pas faire, ça ne veut pas être des conférences ou quoi comme à la grande ville, à la capitale. Ça se veut plutôt des discussions assez informelles autour de la photographie, du travail des photographes, des galéristes. En fait, pendant toute la semaine, il va y avoir une vingtaine d'interventions, une vingtaine de rendez-vous. À chaque fois, alors, on a fait ça en assez peu de temps. Il y a à peu près 40 intervenants. Je les ai choisis, sélectionnés en fonction des sujets, en fonction des disponibilités, des agendas de tout le monde. Tout le monde est sur Arles, mais personne n'est sur Arles. Enfin, c'est toujours difficile, on se croise souvent. Donc voilà. Là, ça va être... on commence avec la premier rendez-vous. Je vais vous présenter donc mes deux invités qui sont Marjolaine Vernesson et François Rastol. Waouh! Le grappin. Bonjour. Merci. Merci pour elle. Alors, je vous présente déjà les deux invités. Donc Marjolaine. Marjolaine, tu es photographe, mais avant tout, en fait, tu es consultante en finance. C'est ça. Rien à voir. Tout à fait. Deux métiers complémentaires, c'est assez classique finalement dans la photographie d'avoir à la fois un métier qui fait vivre, qui peut rester une passion, et puis un autre métier qui est la photographie. Tu m'as expliqué en fait que tu vivais en fait la photographie un peu comme une échappatoire. C'est ça, c'est pour moi un exutoire parce que mon métier demande beaucoup de rigueur, de la finance. Et j'ai besoin d'avoir cet échappatoire, ce côté créatif qui me fait m'échapper de mon métier qui est très très rigoureux et qui me prend beaucoup de temps. Voilà. C'est un équilibre, en fait, c'est une recherche d'équilibre. Et tu me parlais aussi de recherche d'équilibre et de créativité, ça permettait de développer... Dans la finance, on ne fait plus de créativité en fait. Si, bien sûr, je suis toujours en recherche de... Enfin, je suis toujours dans la créativité. Je dis ça parce que souvent, là, on va parler photographie, oui. Et on a souvent tendance à mettre un peu entre parenthèses ces autres métiers qui sont la finance, le marketing, etc. Bien sûr, mais dans mon métier, j'ai un côté créatif dans la fabrication. Mais non, vous occupez pas. Où là, je m'éclate. Non. Et il y a ce côté un peu créatif aussi à ce niveau-là. Donc il y a toujours une recherche de créativité dans tous les domaines. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commencé ma démarche artistique avant même de travailler. Donc j'avais 15 ans quand j'ai fait ma première exposition. Donc c'est avant tout une démarche artistique. Vraiment à la photographie là, ces dernières années, c'était combien de temps Photographie 2004. Voilà. Oui, avant c'était peinture, sculpture, fusain, beaucoup de dessins. Jusqu'en 2012, 2013 et 2014, j'ai commencé à photographier. D'accord. Et dans une continuité de ma démarche. Donc là, on est à la place des photographes. À la place des photographes, tu es finalement en fait un peu partout. Tu es dans la galerie Rastol, avec toute une série dont on va parler. Tu es aussi dans la troisième galerie, on va dire, qui s'appelle les fragments d'auteur, où là tu as trois images qui sont présentées, 3 images noir et blanc. Et puis tu es également en fait dans la boutique d'art,
avec des ventes de Glimart. On en reparlera aussi. Ouais. Voilà. Et puis nous recevons un charmant monsieur qui s'appelle Monsieur François Rastol. Monsieur François. Bonsoir. Donc François. Si tu commences comme ça, on va pas. Allez, bon. Bonjour à tous. Donc tu diriges la galerie Rastol Ouais. à Paris. C'est ça, tout à fait. Et là, tu es descendu à Arles et tu as investi en fait les lieux pendant tout l'été. Oui, c'est ça, c'est hein, ça. Juillet et tout. Et août, ouais. On a décidé de mettre en place pour la première fois la galerie sur Arles. Donc ça s'est organisé l'année dernière déjà. Et l'idée au départ, c'était d'essayer d'avoir un maximum de photographes de la galerie. Et après, ça s'est précisé. Il se trouve qu'aujourd'hui, le 2 juillet, c'est le jour anniversaire où j'ai eu les clés de ma galerie il y a 3 ans. Wow. Et donc, en fait, c'était une coïncidence. Je ne sais pas si c'était une vraie coïncidence, en tout cas, c'était une opportunité exceptionnelle que James et Elvira ouvraient également au même moment avec l'ouverture des rencontres. Et j'ai trouvé intéressant de demander à des artistes qui avaient participé pendant 3 ans à l'évolution de la galerie, de prendre comme ça des extraits des expositions de ce qu'ils avaient fait. J'ai pas cherché à faire de thèmes, contrairement à ce que je fais habituellement dans les expositions. J'ai toujours des thèmes très définis, très ça. Là, j'ai pas voulu. J'ai préféré que ce soit chaque artiste à travers ses œuvres et qu'on se balade comme si on se baladait sur 3 ans, comme ça, un peu comme on veut. Sans fil conducteur, hormis peut-être moi qui ai fait sélectionner toutes ces œuvres au départ. Et voilà. Du coup, au niveau de la sélection, on est plutôt donc, dans l'éclectisme, oui. On va dire, oui, et plutôt dans la recherche en fait, des extrêmes. Oui, à l'inverse en fait de la thématique. Oui, tout à fait, oui, là au contraire, oui, on pourra passer du nu, au street, au paysage, au concept, aux techniques alternatives, etc. Avec à chaque fois en fait un minimum de combien de tirages par photographe? Il n'y a pas eu, on n'a pas défini ça. C'était au minimum c'était au minimum de photos qu'on voulait mettre, quoi. Mais c'était plutôt en fonction de ce qu'il y avait des choses à raconter. Ce qui était surtout aussi intéressant, c'était de mettre 2 photographes pour moi qui n'ont pas encore exposé vraiment encore dans la galerie. Il y a Philip Bridden qui est un photographe américain que j'expose qu'à partir du mois d'octobre en solo. Et Karen Duvivier que j'expose pour la première fois aussi en solo et à partir de février 2019. Donc c'était aussi intéressant de mettre des photographes qui ont fait le lieu, hein, au jour où je suis, et ceux qui vont aussi le faire et continuer l'histoire. C'était un peu l'idée du lien avec la place aujourd'hui. D'accord. Et donc au final, tu as réussi, moi j'étais assez impressionné, tu as réussi à mettre, tu m'as dit, 110 photos. Alors, je sais alors pas dans, si dans la grande salle, il y en a 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117 en fait. 117 photos. Enfin, tout total. On va y revenir, Là, tu m'as casé. Je les avais pas compris, je l'ai oublié. Et ce qui représente en fait une vingtaine d'artistes, c'est 21 au total, ouais. 21. Là, au total. Là, c'est rien. Ok. Marjolaine, tu t'es mis en fait, donc tu as vraiment commencé la photographie sérieusement, tu disais en 2004, mais en 2004 tu faisais pas des Polaroids, alors que ces derniers temps en fait on te connaît beaucoup avec le travail des Polaroids et des thématiques autour de la ville, de l'urbain et de la nature. C'est ça, en fait le Polaroid, je m'y suis mis réellement il y a un peu plus de 3 ans. Pour participer à un premier Expolaroid qui était à l'époque avec la série Déchiré. Depuis, j'ai fait l'année dernière l'exposition Nature Morte. On a le livre qui est ici, qui retrace tous les participants de cette exposition qui a lieu dans la galerie Rastol, donc sur le thème Nature Morte. Où là, j'ai fait mes premières compositions de Polaroid. Donc là, à partir du moment où j'ai commencé à travailler Polaroid, j'ai pris ce support, pas tel quel. Je me suis dit, il y a un truc à faire, il faut aller plus loin. Le simple Polaroid qui sort de l'appareil. Donc j'ai commencé à faire des compositions, donc à créer des images composées de 12 photos. Après, j'ai continué à chercher. Il y a la technique du transfert. On peut transférer des photos, j'ai des exemples ici. On transfère l'émission du Polaroid sur papier.
Et j'en suis arrivée à travailler le négatif que l'on récupère du Polaroid et qui a créé la série en noir et blanc que l'on peut voir ici. D'accord. Et la double exposition, alors c'est venu à quel moment? Alors la double exposition, c'est venu très rapidement, je dirais. À partir du moment où j'ai commencé à travailler. C'est avant ou après la composition? C'est après. C'est après, mais c'est quelque chose que j'ai travaillé en parallèle et que j'ai montré à François une fois que je maîtrisais le process. C'est-à-dire qu'au début, quand j'ai la double exposition avec un appareil surtout comme celui-ci, c'est assez complexe. Quand on ne connaît pas le processus, quand on maîtrise mal, il y a beaucoup de caches. Donc j'ai commencé à montrer des choses à partir du moment où je maîtrisais le processus. C'est-à-dire que je voulais savoir où je pouvais aller. Donc à partir du moment où je maîtrisais le processus, je savais ce que je pouvais en faire. Et donc là, j'ai commencé à montrer à François ce que je pouvais en faire et pouvoir aller plus loin. Et donc ouais, j'ai commencé la double expo, on a fait des workshops ensemble. Et après, j'ai mixé la composition, la double exposition, le négatif, et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive à... Qu'est-ce qui t'intéressait en fait dans l'idée de composer avec plusieurs images? Parce qu'à partir du moment où tu fais le choix du Polaroid, tu es déjà sur un format qui est réduit. T'es sur un format qui est réduit, qui est 8.8. À la base, c'est le format d'origine du Pola tel qu'il sort, c'est 8 cm par 8 cm. Quand tu le transfères, il a tendance à s'étirer un petit peu. Donc tu arrives à 9 cm sur un noir et blanc, 10 par 10 sur un couleur. Et après, le fait de composer, ça te permet d'avoir vraiment une photo plus grande. Donc moi, ce qui m'intéressait dans la composition, c'était... Il y a des appareils photo qui, aujourd'hui, dès le départ, te permettraient d'avoir des photos beaucoup plus grandes. Oui, c'est sûr. Alors, je ne vais pas forcément dans les choses les plus simples. C'est pas trop dans ma nature. On a commencé à parler de créativité et de recherche. Voilà, c'est ça. Et non, mais ce qui m'intéressait, c'est de travailler le Polaroid, mais lui donner une autre dimension. Vraiment lui donner une dimension de photo beaucoup plus imposante. Parce que c'est aussi une réflexion sur une thématique que j'aborde dans une future exposition qui sera à Gex. Et ça sera un autre sujet. Mais là, ce qui m'intéressait, c'était vraiment la complexité de recomposer une photo. Alors, avec le thème de la série que j'ai posée chez François, en fait, ce que j'expliquais dans mon exposition, c'est que j'avais différentes photos classiques de la ville, où en fait, je décomposais différentes facettes de la ville. Et je recomposais la ville de mes rêves en Polaroid avec la double exposition parce que je voulais que la nature soit beaucoup plus présente dans la ville qui est trop bétonnée pour moi. Donc c'était une façon pour moi de recomposer la ville de mes rêves en juxtaposition. C'est quoi exactement la ville de tes rêves? La ville de mes rêves, c'est une ville où il y a beaucoup plus de nature. Où il y a beaucoup plus de nature. Beaucoup plus de nature. Mais ça on appelle ça la campagne. Oui, parce que je viens de la campagne. Mais quand je suis arrivée sur Paris, pour moi c'était trop bétonné, c'était étouffant, j'ai besoin d'être au contact de la nature. Donc du coup, avec ce jeu de... Tu as toujours vécu à la campagne, oui, ce que tu m'avais expliqué. Ça fait 8 ans que je travaille sur Paris et voilà, je suis... Et quand Marjolaine est arrivée en fait, à Paris, elle s'est dit il faut que je me cherche un appartement comme tout le monde, et donc du coup, elle a trouvé une péniche. Voilà, c'est ça. Voilà, parce que comme tout le monde, c'est trop compliqué. Donc... non, bah oui, parce que ma péniche me permet d'être sur l'eau, d'aller tout au contact de la nature. Et il y a beaucoup de doubles expositions que je réalise qui sont simplement, je prends ma première photo et je me retourne et je prends ce que je vois depuis chez moi. C'est la nature. C'est la nature, voilà. Donc il y a beaucoup de photos que je réalise comme ça. Alors, oui, là, je ne sais pas, ça passait d'abord le noir et blanc et après la couleur, il y a l'ensemble, il y a tout qui se passe. C'est tournant. D'accord. Mais peut-être plutôt le noir et blanc sur la couleur. Parce que le travail au départ, tu as vraiment commencé en noir et blanc. Oui, c'est ça. Donc on est sur du Polaroid, on est sur la nature et tu pars sur du noir et blanc. C'est ça. Donc ça, et pourquoi ce choix alors du noir et blanc? Alors, parce que si on est sur la nature, normalement, ça va on être pense un plutôt choix, couleur. oui, ça va être un choix là, qui est lié à la technique du Polaroid. C'est-à-dire que sur la technique pour récupérer le négatif pour le transfert, c'est beaucoup plus facile en noir et blanc qu'en couleur. Déjà en couleur, tu dois attendre plus d'1 heure pour avoir le développement complet de ton Polaroid. En noir et blanc, en un quart d'heure, c'est fait.
Donc en un quart d'heure, tu as ton image et tu vois si tu peux la transférer, comment tu peux la transférer. Le négatif est beaucoup plus simple à travailler en noir et blanc parce que tu n'as pas cette notion de couleur qui vient. Un négatif de Polaroid, ça se scanne en document. Il n'est pas transparent. Donc en noir et blanc, tu le récupères sans problème. En couleur, tu vas avoir un changement colorimétrique qui est un peu plus complexe. Donc c'est plus compliqué à travailler. Voilà. Donc le choix du noir et blanc a été le choix le plus simple. Non, François, toi, en tant que galériste, comment tu as réagi en découvrant ce travail? Bon, tu ne l'as pas véritablement découvert, tu l'as quand même plutôt suivi, parce que vous connaissiez déjà depuis un certain temps, oui. Et tu avais déjà exposé Marjolaine. Et puis il me voyait arriver à chaque fois en disant « j'ai une idée !» En fait, Marjolaine, c'est un parcours, c'est ce que j'appelle... Il y a très peu ce que j'appelle... Il y a beaucoup de photographes, il y a très peu d'artistes, vraiment, et de gens qui sont capables de créer ou de vous emmener dans une histoire, dans quelque chose. Moi, je pense que c'est ce que... Marjolaine, c'est une des personnes qui a ça. Moi, j'ai connu son travail il y a très longtemps, quand elle faisait la série qui s'appelait Un petit monde dans une goutte d'eau, l'autre série qui s'appelait Archi Défense et une autre, je me rappelle, Dream, la série Dream, voilà. Ce qui, moi, déjà m'interpellait dans son travail, c'était cette capacité à se... technique. Il y avait une très belle recherche technique, et techniquement, c'est toujours très très bien exécuté. On pouvait ne pas aimer ou pas aimer les photos, c'était pas le problème. Techniquement, c'est très intéressant. Ensuite, quand j'ai fait la première exposition sur le Polaroid, Marjolaine était au départ effectivement du Polaroid, elle n'était pas encore intégrée dans l'exposition sur le Polaroid, mais elle avait des choses déjà, elle avait déjà commencé à faire des choses, et effectivement la série des macros, et elle avait commencé à mettre cette technique qu'elle faisait initialement avec les macros des gouttes d'eau, elle l'avait mise au service du Polaroid avec sa série Déchirure. Voilà, il se trouve qu'effectivement, un jour elle est arrivée comme ça, comme elle arrive tous les samedis, avec ça, elle me dit « Ah, j'ai essayé un nouveau truc hein. !» Voilà. Et elle tombe et elle me sort cette fameuse photo qui s'appelle Déchirure numéro 1. J'ai regardé ça, j'ai dit ça, Marjolaine, c'est de l'or en barre, parce que d'une part c'était très beau, et techniquement c'était parfaitement maîtrisé, mais qu'en plus de ça, émotionnellement, ça racontait beaucoup de choses. Cette photo, bien entendu, vous vous doutez bien que je l'ai prise, je l'ai récupérée, elle est chez moi, hein, personne ne l'a vue. Ça c'est une valeur sûre, on met de côté. Ensuite, ça a été un travail comme ça tout de suite. D'ailleurs, dès ça, j'ai dit oh là là, dommage que du coup, j'avais pas d'expo pour la mettre, mais j'ai dit oh, c'est pas grave, on va les mettre quand même. Et on avait mis quand même, donc dans la vitrine de la galerie, on avait dit bon. Et tu n'avais pas communiqué dessus? Non, du tout, parce que c'était pas prévu. Donc tout de suite, elle en avait sorti quelques autres. On était allé acheter des cadres entre deux verres exprès pour les présenter de la belle manière. On les avait mis en vitrine. On a vendu tout de suite, hein. Ça n'a pas été bon. Ça, c'était pas encore l'objectif de départ, c'était surtout de montrer le travail. Et puis ensuite, tout de suite, j'ai dit bon, allez, workshop, on y va, on va commencer. C'est comme ça que ça s'est passé. Et au fur et à mesure, elle a développé. Et ce qui était intéressant, c'est qu'à chaque fois que l'un ou l'autre se montrait une technique ou un essai, j'en fais aussi du Polaroid, et on se faisait des choses, je disais tiens, regarde ça, il y a ça qui fait ça. Ah, ce qui est intéressant avec quelqu'un comme Marjolaine, c'est qu'elle ne se contente pas juste d'essayer, elle essaye d'essayer et de transformer, mais en le remettant dans son univers et avec ses techniques personnelles, cette vision à elle. Et c'est ça, moi, que j'aime dans son travail et ce que j'ai aimé jusqu'à l'aboutissement. Alors, sur Nature morte, c'était particulièrement intéressant parce qu'elle commençait à faire des compositions assez complexes à partir de végétaux. D'ailleurs, son travail avait été repéré et on l'avait mis à Barcelone, en exposition aussi à Barcelone. Et ensuite, quand on a fait l'exposition cette année au mois d'avril, les photos les plus remarquables, même s'il y en avait d'autres styles, ont été celles-ci parce que c'était très très abouti. Le travail avait partir du négatif, c'est un travail qui n'est pas facile parce que on ne se rend pas compte comme ça. On pourrait croire que tout est un peu dû à beaucoup de hasard, mais en vérité, il faut être très très bon. Il faut vraiment bien connaître son image, savoir où vont être les choses pour donner les coups de pinceau au bon endroit, pour ne pas casser les dynamiques, parce que tous les effets de texture que vous voyez, ce sont des coups de pinceau, des coups de doigts, de marquer, tout ça, et que si on ne maîtrise pas ça, vous foutez en l'air le négatif, hein, donc c'est assez vite fait de le régler. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est comme ça que moi je trouve que c'est intéressant. La manière dont tu présentes les artistes, tu fais régulièrement comme ça des tests en fait, sans trop rien dire, sans. Oui, indirectement, permet, oui, en fait, oui, il y a Francis qui est là. Aussi, Francis est un bon exemple qui est là et qui expose là-bas aussi dans la galerie.
Francis Bidis, on avait exposé en juin, il y a, je me rappelle plus l'année. Je me rappelle, c'était à l'époque des fameux conflits, des inondations. Oui, tout à fait, c'est en 2016, 2016, ouais, c'est ça. On a eu un gros souci à cause de ça d'ailleurs. Et il me présente une série de photos au départ urbaines, puisque le thème c'était l'urbain, et je dis ouais c'est bien, mais j'avais vu dans son travail, j'avais vu des photos de trains, de choses un peu exceptionnelles, de choses un petit peu différentes. Et j'ai dit, tiens, on va essayer dans l'expo, on va te mettre plutôt à l'entrée, isolé du reste des autres photographes. Et on va essayer un truc avec les trains, etc. Moi j'avais en tête, bien sûr, tout ce qui va être mécénat pour obtenir des financements derrière, etc. pour qu'ils puissent réaliser d'autres choses. Et ça a marché, on a réalisé l'année dernière, en novembre, une très belle expo dédiée sur les trains, sur son métier, sur le monde de la nuit, le travail de la nuit. Donc ça fait partie des choses qu'on a testées comme ça à petite échelle et qu'on a discuté, on a pensé. C'est un exemple parce qu'il est là. Comment tu définirais aujourd'hui le métier de galériste, on va dire son rôle? Parce que je veux dire, en fonction des photographes, des travaux, de l'avancée, etc. Enfin, là, tu parlais de recherche de subventions ou de débouchés. Au fur et à mesure, ça dépend. On va pas parler de la structure en elle-même, de la galerie, comment elle est créée, etc., ou comment elle est financée, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au fur et à mesure, moi ça fait 3 ans, et plus ça avance, par exemple cette année, j'ai obtenu le financement complet d'une exposition à 100% par un mécène, qui a financé complètement l'exposition de Maxime Franck, qui était un photographe qui avait gagné le prix du public dans le cadre d'un jeune photographe de 20 ans maintenant, qui avait gagné le prix. Toujours en école. Qui vient de finir, il était au Gobelin, il vient de le terminer là, les Gobelins, et qui avait gagné le prix du public dans le cadre du Grand Prix photographique organisé par un Photolab avec compétences photo, Fuji, avec tout le monde, et que j'avais repéré dès le départ, pendant qu'on faisait les lectures des dossiers, j'avais déjà repéré son travail à l'époque. Et voilà, donc ça fait partie des choses qu'on fait en parallèle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un métier qui est long, fastidieux. Moi, je suis tout seul encore aujourd'hui, je commence à avoir personne. Donc c'est un peu long c'est vrai qu'on doit faire le commercial, on doit faire les catalogues d'exposition, on doit faire les accrochages, on doit faire tout et attendre que le client arrive. Et donc voilà, et donc il y a des moments où il faut prendre du temps aussi pour faire d'autres choses. Donc moi je m'étais donné 3 ans. 3 ans, mon but c'était d'être au moins une fois, d'être à Arles et de faire une exposition un peu internationale. Donc je fais Photo Fever cette année. Et d'avoir des expositions à l'étranger, ce qui est le cas, puisque maintenant on va avoir des échanges avec le Barcelone et le Japon. Tu exposes combien de photographes tout au long de l'année? Parce qu'il y a des photographes que tu vas exposer une fois, il y a des photographes qui reviennent quand même très régulièrement. Mais ça dépend en fait. Il y a ce travail aussi qui permet de suivi aussi, parce que qui identifie aussi le photographe à la galerie. Je pense que la proximité, on le voit déjà avec vous, ça fait quand même pas mal d'années que vous travaillez ensemble, et ça fait quand même, apparemment, ce que j'ai bien compris, pas mal de week-ends où tu la vois, tous les samedis. Voilà, c'est ça. Voilà. Est-ce que ça, c'est le conseil que tu donnes à ton photographe de venir te voir? S'il vous plaît, arrêtez de venir me voir. Si vous pouvez éviter aussi. Ça fait cher en nounours ce chocolat. C'est ça. Non, c'est j'ai pas encore de règle. Le nombre, je pourrais pas dire parce que j'en sais rien en réalité. Non, c'est pas forcément une règle. C'est déjà, tu disais que tu as 3 ans, tu as pu voir aussi un peu ce qui s'est passé entre la première année et aujourd'hui. C'est aussi ma capacité aujourd'hui à mieux exercer mon métier. J'ai commencé, moi, il y a vraiment, dans le métier de la galerie, il y a seulement 5 ans vraiment. J'étais dans une autre galerie, je travaillais chez In Between, donc des galeries très spécialisées en plus de ça. Donc j'ai fait des classes là-dedans, et ensuite ça fait que 3 ans moi que je fais mon métier, donc j'apprends aussi tous les jours, et avec les photographes, etc. Donc au fur et à mesure, quoi. Et tu alternes aussi assez souvent entre une exposition solo et des expositions thématiques, donc collectives, autour toujours d'une thématique, quand c'est collectif. Oui, c'est toujours autour d'une thématique. Alors on va retrouver de l'urbain, du paysage, mais c'est toujours autour d'une thématique quand c'est du collectif. Alors quand c'est du solo, c'est un travail qui est complètement différent, puisque là on part de l'idée d'origine de l'artiste, et on va travailler avec l'artiste pendant presque 1 an, pour monter l'exposition complètement, voire repartir et refaire tout à zéro, parce que ça a été le cas avec Francis dans le cadre d'une scénographie de départ, on a tout enlevé, tout refait, c'est-à-dire, et Marjolaine ça a été pareil, d'autres aussi, ça va l'être pour d'autres encore. Prépare-toi carrément.
Ah oui, non, mais c'est quelque chose. Ce que je voudrais ajouter, c'est que le travail qu'on a pu faire depuis 3 ans avec François, la première expo que j'ai fait à la galerie, c'était l'exposition solo 20 ans. À la galerie, oui. Oui, à la galerie, parce qu'avant, j'ai exposé avec toi, j'ai fait une truc et tout. Mais le vrai travail, le vrai premier travail de scénographie et de porter un nouveau regard sur mon travail, c'est une exposition qu'on a réalisée en mars 2016 qui s'appelait 20 ans, qui était une rétrospective de mes 20 ans de démarche artistique. Donc il y avait de la sculpture, de la peinture, de la photo. Et de retrouver tous ces univers dans un seul et même lieu, avec une scénographie particulière, et d'avoir François qui m'avait apporté un regard complètement différent sur mon travail, qui avait fait des liens, des relations entre des choses que j'avais fait à des époques complètement différentes, avec des techniques complètement différentes, et qui m'a fait créer des liens. Et là, j'ai porté un regard complètement différent sur mon travail. Et là, je me suis dit, mais ouais, c'est intéressant de travailler avec quelqu'un. Jusqu'à présent, je me disais, bon, je suis photographe, je suis autodidacte. Dans tout ce que j'ai fait, j'étais autodidacte. Je travaillais dans mon coin toute seule. Mais à partir du moment où tu travailles avec quelqu'un qui a un regard qui t'élève, qui te transporte vers autre chose, tu grandis. Tu t'enrichis et tu vas de l'avant. Et moi, c'est ça que j'ai trouvé avec la relation avec François, c'est qu'à chaque fois, il m'a aidé à avancer. Et à chaque exposition qu'on a fait, à chaque fois, j'avais le lien vers ce que je voulais faire après. On a parlé tout à l'heure de noir et blanc, tu nous expliquais que tu avais choisi le noir et blanc pour la nature. Là, en fait, j'ai demandé à ce qu'on passe des photos couleurs. Il y a toute une série couleurs aussi que tu fais. Oui. Donc, comment t'es passé en fait du noir et blanc à la couleur pour revenir sur une nouvelle série? J'ai changé de film. Certes, mais par rapport à ce que tu expliquais tout à l'heure, où tu disais que c'était quand même plus simple de faire noir et blanc. Alors oui, parce que là, c'est le scan du Polaroid brut, c'est-à-dire tel qu'il sort de l'appareil. Il n'y a pas de manipulation derrière. Le noir et blanc est beaucoup plus simple pour faire de la manipulation, mais j'en dément pas que je vais arriver à faire de la manipulation sur la couleur aussi. Ça, c'est mon prochain objectif. Alors au niveau des compositions aussi, comment tu as travaillé en fait au niveau déjà des photos urbaines? Tu as d'abord fait des photos urbaines, après tu as fait... J'ai d'abord fait les photos urbaines et après je suis venue, j'ai recherché des endroits où donc toute la nature que l'on voit, c'est des endroits qui sont pas très loin de chez moi, qui sont dans un parc, pas très loin. Mais à chaque fois, j'ai recherché à avoir une certaine juxtaposition pour que ça vienne englober la photo de la ville, à chaque fois, et que ça lui donne vraiment une autre dimension. D'accord. Et là, cette série, elle s'appelle... Alors la série en couleur s'appelle Lost City. Oui, voilà. Donc l'idée, c'est si la ville était abandonnée par l'homme, si la nature reprenait ses droits. Et la série en noir et blanc s'appelle Lumière. Alors, comment on vit dans ce genre de ville? Parce que d'un côté, tu disais, c'était pour la première série, c'était ton idéal urbain. Oui. Mais est-ce qu'on y vit dans un idéal urbain comme ça, où normalement c'est quand la population a quitté la ville que la nature a repris ses droits? Ouais, c'est un peu un rêve. C'est un peu un rêve où on se dirait, voilà, les buildings seraient transformés en architecture géante de nature. Ce ne serait pas des villes où on y vivrait. C'est ma ville, voilà, ça serait ma ville imaginaire. C'est pas forcément une ville où on aurait envie d'y vivre, c'est ma ville imaginaire. C'est ma vision. La notion de rêve est très présente dans ce travail de Marshall. Très positif. Je peux poser une question? En fait, ce que tu représentes, c'est un peu, moi je pense, ça fait penser à la nature qui reprend ses droits sur tout ce qui est urbain. En fait, c'est presque un monde apocalyptique, mais en fait qui a rayé carrément l'humanité de la Terre, quoi. C'est un peu ça, c'est un peu annuler tout ce qui peut détruire la nature. Ben voilà, et en fait, tu vois, la nature reprend vraiment ses droits. Et c'est vrai que après, pour demander y vivre, voilà, non, je pense y vivre, mais pour observer, et pas pour y vivre
proprement. Pour s'adapter. Voilà, ok. Quand j'avais sur le travail de Marjolaine sur ces séries justement où la nature reprend ses droits, moi j'aimais pas trop le terme la nature reprend ses droits, je trouve ça un peu con. Parce que c'est pas vraiment ça. D'abord parce qu'on est sur un rêve. Parce que dans la nature reprend ses droits, ça ferait pas le message écologique, c'était pas du tout son travail au départ. On n'est pas du tout là-dessus. On est vraiment sur quelque chose post-apocalyptique, certes, effectivement, où l'humain n'est plus là. Voilà. Et on est dans une ville rêvée, mais telle qu'on pourrait, quand on ferme les yeux, qu'on pourrait s'imaginer les choses. On est vraiment dans une notion de rêve. Il n'y a pas de message écologique derrière ou de choses comme ça. Ça n'a jamais été son travail, et je pense que je ne l'aurais jamais exposé si ça avait été ça. C'est plus des mondes imaginaires alors que des mondes rêvés, parce que les mondes rêvés, c'est des mondes où on se projette. Dans la notion de rêve, vraiment il suffit de revenir. Mais revenir à une réalité, la série, la deuxième série, Les Cités Perdues, voilà, ce sont des cités, il y en a qui existent, des cités perdues qui ont été retrouvées. Et voilà, c'est là où ça a terminé, ça a achevé en fait certaines civilisations. Donc là, on n'est plus dans le domaine du rêve, on est quand même, voilà, c'est plutôt imaginaire, réinventer un petit peu ce genre de cité perdue. Je voudrais aborder un autre sujet qui vous concerne tous les deux, c'est par rapport à la numérotation. Moi, je pense que c'est un sujet qui est très très important en photographie. Il y a un moment donné où effectivement c'est bien de faire de très belles images, c'est bien qu'elles soient vendues aussi. Toi, tu fais une numérotation, alors j'ai vu qu'il est souvent sur un numéro en fait à un chiffre. Donc souvent autour de 7, en tout cas là. Tu as eu d'autres séries où sur la série Dream City qui est exposée à la galerie de François, oui, c'était sur 7 exemplaires parce que je ne voulais pas un trop grand nombre d'exemplaires parce qu'on était sur une technique argentique. Et puis le fait est que on a eu la chance d'avoir une photo qui s'est vendue entièrement. Les 7 exemplaires ont été vendus dans l'exposition d'Avril. Mais voilà, c'était un choix de ne pas avoir trop d'exemplaires, trop d'éditions. Jusqu'à quel point, François, ça joue justement? Là, on dit les 7 ont été vendus pendant l'exposition, ce qui est une très bonne nouvelle. Bien évidemment, les images ont plu, mais quel rôle joue en fait cette numérotation? Est-ce qu'on valorise davantage plus facilement quand c'est sur 7? On sait que la limite légale c'est 30, mais est-ce que c'est un très bon conseil de dire à tout photographe de dire par défaut tu mets sur 30 si tu sais pas? Ou est-ce qu'il ne faut pas avoir dès le départ en fait une démarche de se dire, alors là il y a une explication aussi quelque part qui est liée à la technique, aux produits utilisés, mais est-ce qu'on ne peut pas avoir cette démarche en fait quel que soit le produit, l'appareil? Moi je pense que c'est très personnel cette histoire-là. D'abord, il n'y a qu'en France qu'on se prend autant la tête sur la numérotation. Moi qui travaillais beaucoup avec des photographes japonais, ici les photos, ils ne se sont jamais préoccupés de savoir combien d'exemplaires étaient faits, ils s'en foutent. Ce qui est important, c'est d'avoir une photo signée. Voilà. Donc ça, c'est déjà la base. Ensuite, mais après, c'est un choix. On a des grands collectionneurs de photographie, d'art, comme ça, qui, moi, quand ils viennent, si la photo est tirée à plus de 8 exemplaires, ils n'achètent pas. Mais il y a une autre réalité. C'est pas tant que c'est parce qu'elle est tirée à plus de 8 exemplaires, c'est parce qu'elle ne leur plaît pas. Je pense qu'il faut être aussi réaliste par rapport à ça. Les gens achètent des photos parce que ça leur plaît avant tout, sauf celui qui va faire de la thésaurisation, qui va mettre ça de côté pour éventuellement, parce que ça va rapporter. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est un choix personnel. Je dirais même que la numérotation, ça doit devenir un choix personnel. Moi, j'ai commencé à faire de la photographie, je tirais tout à 30 exemplaires, parce que mon truc, c'était de dire, à 30 exemplaires, je suis moins cher. Donc je rentre dans plus de foyers, plus je rentre dans de foyers, plus on me voit, et plus mon nom est diffusé. Et c'est ce qui m'a permis au fur et à mesure. Aujourd'hui, je tire entre 5, 3, 5, 7 exemplaires, juste parce que je veux rendre plus rare mes tirages, et que je suis assez feignant pour pas avoir à en faire des tonnes, etc. etc. Mais il n'y a pas de règle. J'ai fait des expositions avec Agnès Cassière qui est là. Si tu les rends plus rares, obligatoirement, tu les valorises. Oui, mais je les valorise que auprès de ceux qui ont envie de l'acheter, auprès de ceux qui veulent et à qui ça plaît. C'est pas parce qu'une photo est tirée qu'à 3 exemplaires qu'elle va être vendue plus parce qu'elle est tirée à 3 exemplaires. Si la photo ne plaît pas, elle ne plaît pas. Et j'ai eu des cas comme ça en galerie, parce que la photo était tirée qu'à 2, 3, 5 exemplaires qu'elle est vendue. Ça n'a rien à voir avec ça. Il faut que ça plaise avant tout. Tu parlais tout à l'heure, c'était intéressant, je pense qu'il faut y revenir sur la thésaurisation. C'est-à-dire que là, la photo, en somme,
elle plaît ou elle plaît pas, peu importe, mais en fait c'est un investissement. C'est un investissement. Un investissement. Il y a un exemple il y a quelques années à Paris Photo où quand SFR avait lancé son opération SFR Jeunes Talents, ils avaient eu la possibilité d'être présents à Paris Photo et la plupart des photographes étaient des jeunes photographes. Et on voyait effectivement, en discutant avec eux, c'était beaucoup de jeunes photographes qui n'étaient pas du tout connus, enfin on va dire méconnus, et qui s'étonnaient effectivement des relations qu'ils avaient avec les acheteurs, parce qu'ils vendaient beaucoup pendant quelques jours, mais vraiment beaucoup. Le plus grand exemple, c'était Marc Montméa qui avait vendu pour 44 000 € quand même. Ça lui a valu des articles dans Le Monde, justement parce que il expliquait que c'était un photographe qui en 3 jours, il les avait jamais autant vendus, alors que son nom n'était pas connu. Dès le départ, enfin dès ce moment-là, en fait, son nom a été très très connu. Et d'autres photographes après de SFR Jeunes Talents qui avaient gagné ce concours-là m'expliquaient que justement ils rencontraient des acheteurs et ils comprenaient bien que en fait le travail ils s'en moquaient quoi, mais ils investissaient quoi. Ils venaient, ils avaient un certain niveau de dépenses. Souvent aussi, il faut le dire, on parle de collectionneurs comme si on parlait de personnes individuelles, mais il y a aussi derrière des entreprises. Voilà, c'est ça. Ces gens-là il y a quelque chose derrière. Hein. Moi, ma première relation avec l'art, c'était il y a 25 ans. Enfin, ma première relation consciente, je dis toujours, avec l'art, c'était il y a 25 ans. À l'époque, je faisais de la peinture. Hein. J'ai commencé par là, j'ai exposé. J'ai fait ma première exposition en peinture. Et j'ai une personne qui est rentrée dans le stand que je louais à l'époque. C'était, je ne sais pas plus, un marché à Bastille qu'il y avait. Et la première chose qu'elle m'a dit, la personne, c'est le premier retour que j'ai eu client. Il m'a dit est-ce que vous êtes malade? Alors, je lui ai demandé comment ça, est-ce que je suis malade? Il m'a demandé, il m'a dit parce que moi je cherche surtout des artistes qui sont plutôt en mauvaise santé parce que je cherche à chercher complètement. C'était ma première relation avec l'art, avec l'acheteur comme ça. Alors je lui ai dit oui, je suis très très malade et il faut acheter absolument ma peinture. Alors à l'époque ça coûtait vraiment pas cher ce que je faisais et du coup je lui avais dit, je lui avais triplé le prix oralement comme ça et ça avait marché. Et de ce jour-là j'ai dit ok, bon bah les cons aussi achètent. Et du coup tu te sens mieux. Oui, après oui, mais c'est voilà, donc il y a de la thésaurisation, ça c'est vrai. Moi à titre personnel aussi j'ai des collectionneurs qui cherchent. Qui achètent la série n'est pas sortie, qui l'achètent, ils l'ont pas vue. C'est ce qu'ils font avec, hein, ils la mettent de côté. Voilà. On sait comment ça se passe. Aujourd'hui, ça se passe sur Hong Kong. Il y a des grands hangars à Hong Kong. Hein. C'est fait comme ça, on stocke. Parce que c'est des ports francs, on stocke. Et puis voilà. Parce qu'il y a les influenceurs derrière. Il y a tout un monde. On parle d'achat, on parle de vente. À quel prix? Comment on fait pour fixer un prix? Ça, tu vas me dire, il n'y a pas de règle, c'est clair. Mais comment tu fais à la fois pour réfléchir à ça? Quelle est ta relation en fait avec les photographes suivant si effectivement ils ont déjà exposé ou pas? Si c'est une première exposition, donc où ils peuvent ne pas avoir forcément d'idée, où ils ont une idée, mais en fait ils ne savent pas si c'est la bonne. Alors ça c'est vrai qu'il n'y a pas de règle, hein. Il y a des règles que j'ai et que je garde un peu pour moi, c'est vrai aussi. Moi j'ai un tableau maintenant que j'avais quand j'ai commencé, hein, qui met vraiment une grille hein, purement basique avec tous les coûts réels, les coûts fixes, etc. du tirage, etc. Mais il y a d'autres choses que je rentre en ligne de compte. Et à la fin, moi je dis surtout à l'artiste, je leur dis exactement comment je fais pour moi, parce que c'est plutôt comme ça que je fonctionne maintenant. Je leur dis, voilà, moi cette photo, je veux qu'elle me rapporte 50 000 €. Il n'y a pas de règle, je veux que cette photo me rapporte 50 000 €. Parce que j'estime que cette photo est sublime, je veux qu'elle me rapporte. Donc je tire combien d'exemplaires? 30 exemplaires, 50 000 divisé par 30, ça fera le prix. Voilà. Et je vérifie juste que je rentre dans mes frais quand même, donc sinon et voilà. Donc ça c'est une façon de faire. Et après il y a des façons de faire. La grande façon de faire classique, ça va être je prends mon prix, je multiplie par 3, 4, ça dépend de certains comment ils font, ça c'est la base. Hein. Mais moi je dirais que ça vous donne l'erreur que beaucoup de photographes font, c'est qu'ils multiplient par 3 souvent comme ça, mais ils multiplient par 3 leur chiffre TTC, et ils arrivent à un prix, et ils restent à un prix TTC, alors qu'ils devraient être sur un prix hors taxe et rajouter ensuite la TVA, même s'ils n'ont pas de TVA, parce qu'après quand ils se retrouvent en galerie, ils ne comprennent pas, parce qu'il y a des frais, il y a des trucs en plus, donc des 20% de TVA, qui refont tout rebaisser. Donc il faut toujours, je pense que ce qu'il faut que les artistes apprennent à faire, c'est de se dire combien je veux gagner par photo, combien voilà, je veux au minimum sur un tirage de tel format, bien sûr, parce que selon le format ça va changer, mais je dirais que moi mes photos elles ont toutes le même prix quel que soit le format, c'est-à-dire le 20-30 a le même prix qu'un 50 par 50, parce que c'est la photo. Et après c'est des frais de tirage, c'est des frais qui changent le prix.
et qui font que le prix est plus cher. Mais la photo en elle-même, moi, je dis qu'une photo, qu'elle soit grande comme ça ou comme ça, elle a la même valeur pour moi. Mais on essaye, c'est des échanges qu'on a avec les artistes, alors on n'est pas toujours d'accord. Certains veulent plus cher, d'autres veulent moins cher, on décide, c'est des discussions. C'est pour ça que les expos, ça prend aussi jusqu'à 1 an pour mettre en place, parce qu'il n'y a pas que la partie technique, il y a aussi toutes ces choses-là. Et toi, donc Marjolaine, par rapport à la fixation du prix, comment On n'était pas d'accord. Ça, c'est un grand débat. Voilà. D'où l'intérêt de te demander ton point de vue. Quand ton galériste te demande 50 000 €, tu mets ton prix à combien? Bon, ça pas encore arrivé. Mais non, c'est quand tu es artiste, c'est très très compliqué de mettre un prix sur quelque chose que tu as fait avec le cœur. Pour moi, c'est là-dessus, je fais confiance à François, où il va me guider. Parce que, mais ça c'est depuis toujours, même quand je faisais de la photo, ou de la peinture ou de la sculpture, j'avais énormément de mal à mettre un prix sur mes créations. C'était pour moi l'horreur de devoir chiffrer un travail artistique. C'est horrible. Et après, je dirais, dans ton cas... Oui. Là, dans le cadre de l'exposition de la dernière expo, on n'était vraiment pas d'accord. Hein. On n'était vraiment pas d'accord. Et on a vraiment eu des discussions longues et fastidieuses. Hein. Et elle a eu gain de cause, mais vraiment à contre-cœur de mon côté. Je vous dis. Hein. Et pourquoi elle a eu gain de cause? Parce que pour moi c'est l'artiste. Parce que pour moi c'est l'artiste qui doit choisir. C'est l'artiste qui a la vocation. Moi je ne peux que conseiller, je peux que faire des retours d'expérience de ce que j'ai vu, de ce que j'ai fait. Mais on n'est jamais à l'abri de voir une nouveauté débarquer, une autre façon de faire. Et voilà. Et donc il faut aussi être ouvert à tout. Donc les discussions servent à ça. Ouais, quand je vous entends quand même tous les deux, toi qui explique que finalement tu as perdu sur ce coup-là, mais Marjolaine explique qu'elle a besoin de toi. Oui. Non, elle a besoin de toi. Ce que je veux dire, c'est que aussi peut-être quand même si, avec le temps et le travail. C'était une nouvelle série, c'était un nouveau travail. Je ne savais pas du tout comment ça allait être apprécié et je ne pensais pas que ça aurait le succès que ça a eu. Donc du coup, moi j'ai demandé à François de faire le choix d'avoir une gamme de tarifs attractif. Parce que je ne voulais pas que les gens me disent oh, j'adore vos photos, mais ils sont trop chers, je ne peux pas l'acheter. Pour moi, c'est juste impossible d'entendre. Donc, moi, je préférais qu'elle soit un tarif abordable et que les gens, s'ils aiment, ils achètent. Est-ce que la question, quand on fixe un prix, c'est pas lié à une autre question à qui on veut vendre? Oui, sûrement. Parce que ça, effectivement, ça fait une énorme différence. C'est quand même... Elle, oui. Pour Marjolaine, peut-être plus de mal à répondre pour elle. Moi, dans les échanges que j'ai eus avec elle, oui, on voyait que c'était clairement ça. Elle voulait absolument que, d'abord, elle voulait que sa série plaise, que ce nouveau travail plaise, ça c'était un fait, mais ça, tout artiste a envie que son travail plaise. Mais en plus de ça, comme tout artiste, elle doute beaucoup. Hein, et donc, elle n'avait pas le recul nécessaire sur du potentiel de sa série. Or, moi, sa série, il faut savoir comment il y a des photos qui ont été sélectionnées. Il y en a eu qui tombaient, qui n'avaient pas sélectionnées, qui sont tombées de son portfolio par erreur. Quand j'ai vu ça, je dis hop, ce qui est par terre, là, ramasse-le, ça rentre dans la... Voilà. Donc il y a eu des choses comme ça qu'elle avait éliminées, que moi j'ai récupérées, qui ont été les photos vendues en l'occurrence, etc. Mais parce que c'est une histoire aussi de recul, etc. Donc moi j'avais vu quelque chose qu'elle n'avait pas qu'elle l'avait vu, elle y croyait, à titre personnel, mais qu'elle ne savait pas comment le faire. Donc c'est aussi pour ça. Et je pense que oui, elle avait envie et de plaire et de vendre aux gens à qui ça plaisait. C'est-à-dire de faire plaisir au plus grand nombre. Et ça c'est bien. Mais dans ces cas-là, elle n'aurait peut-être pas dû tirer à 7 exemplaires, elle aurait dû tirer à 30 exemplaires. Oui, voilà, donc effectivement il y a encore cette réflexion à comment on adapte la numérotation en fonction du tarif. Voilà, c'était dit. Merci. Mais c'est bien de le dire, c'est bien d'être clair. Ça fait 6 mois que je veux pas le dire. Tu as raison, François. Donc Marjolaine, tu es venue en fait avec, ce sont des originaux. Oui. C'était un peu pour parler un peu de mon travail de la série. Pour vous expliquer comment j'en arrive à récupérer le négatif. C'est qu'à la base, le Polaroid, c'est... Comment C'est les originaux, alors les pas originaux, c'est... Là, c'est les originaux parce qu'ils sont quand même très fragiles. Donc là, c'est le transfert d'émulsion originale.
Donc c'est ce qui me permet après de récupérer négatif. Ce qui me permet de récupérer négatif. Par contre, Francky, tu as derrière toi les Cleanmarks. Et dans les Cleanmarks, tu as le résultat du tirage avec le négatif. Et c'est là-dessus. Voilà. Et en fait, ce que je voudrais expliquer. Voilà la même image. Ouais, la même image. En fait, ce que je voudrais expliquer, c'est que. Ouais, plusieurs images. Ce que je voudrais expliquer, c'est que entre le Polaroid original et le négatif, le négatif, je vais le travailler. En fait, ce que j'aime dans le Polaroid, c'est que c'est une photographie qui se travaille de manière manuelle. J'ai fait de la peinture, j'ai fait de la sculpture, j'ai fait du dessin au fusain, donc des travaux, travail artistique, art plastique à la base. Et ce que je retrouve dans le Polaroid, c'est cette notion de travail manuel qui se passe en dehors d'un ordinateur, d'un logiciel. C'est vraiment purement on peut travailler à la main, frotter, gratter négatif pour obtenir cette texture. Et j'en joue. J'en joue parce que le résultat, il y a beaucoup de personnes qui, pendant mon exposition, m'ont fait la relation entre. Ils se demandaient si c'était une photo ou si c'était un dessin au fusain. Et du coup, ça m'a fait énormément plaisir parce que ça, c'est quelque chose, depuis que j'ai commencé la photographie, c'est ce que je cherche, c'est à joindre un univers d'avant, de peintre, de dessinateur, avec mon univers de maintenant en tant que photographe. Et je pense qu'avec ces séries, j'ai réussi à faire la jonction, en fait, et à réunir tous mes univers qui font que c'est le travail que je présente aujourd'hui. Plus à l'aise en fait dans ce genre de travail, et ça donne aussi beaucoup plus de possibilités d'idées. Oui, c'est ça. Est-ce que aujourd'hui tu te dis, là je continue le Polaroid, je verrai bien après, je vais peut-être pas faire que ça, mais est-ce que tu te dis, pour l'instant je pense que j'ai encore je me beaucoup d'idées focalise à explorer. J'ai encore beaucoup d'idées à explorer. Encore beaucoup de choses à explorer. Parce que c'est un support qui est génial. Il y a plein de choses à faire. Et alors quand on pense Polaroid, justement, on pense aussi l'original. La logique, là encore, de la vente de l'original, elle se pose. Est-ce qu'on le vend? Est-ce qu'on ne le vend pas? De quelle manière? Je crois qu'il y a eu plusieurs expériences avec aussi d'autres photographes comme Diane. Oui, tout à fait. Moi, ma règle, c'est de toujours exposer une œuvre originale. Comme en France, on peut tirer jusqu'à 30 exemplaires, on dit que c'est 30 œuvres originales. Et quand j'ai l'opportunité d'exposer du Polaroid, souvent, j'ai exigé de par le passé que ce ne soit que les originaux qui étaient exposés. C'est ce que j'avais fait avec Diane Van Nock, je peux le dire, etc. Mais il y a une réalité là économique et en plus une réalité de comparatif du marché. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il se passe quelque chose d'assez amusant, c'est que quand on vend un Polaroid original, on le vend au minimum 300 à 500 euros minimum, mais on va retrouver au même prix des grands noms du Polaroid déjà qui vont être aussi à ces mêmes prix. Et j'ai eu le cas quand c'était Diane justement qui exposait en juillet, c'était que j'ai eu quelqu'un qui est venu, il a dit oh là là, vraiment c'est magnifique, j'ai vraiment envie d'acheter ce Polaroid là, seulement pour le même prix je peux m'acheter un Polaroid Araki. Et j'ai dit mais vous aimez Araki? Il me dit non mais au moins j'aurai un Araki. Et il est allé acheter dans la galerie qui est pas loin de la mienne un original d'Araki, il n'a pas acheté chez moi. Alors voilà, donc l'aventure de l'original je la trouve très bien. Je pense que moi ma galerie est juste pas encore suffisamment connue, cotée dans ce domaine-là pour que je le fasse. Donc j'ai arrêté de le faire avec Marjolaine, on en avait discuté. On en met quelques-uns, toujours, on met des originaux quand même. Mais on se rend compte que les gens... alors le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, les gens trouvent plus beaux les travaux qu'elle fait à partir du négatif que les originaux, puisque forcément, ils sont quelque part retravaillés, les négatifs, puisqu'elle travaille techniquement avec le pinceau, donc il y a une retouche quelque part dessus, manuelle, mais ça reste une retouche. Et donc, du coup, voilà, aujourd'hui, l'expérience originale, j'en suis un peu revenu. Cependant, moi, à titre personnel, oui, je trouve juste sublime de pouvoir savoir qu'on a une pièce unique, et c'est peut-être ma culture peinture qui fait ça aussi. Écoute, je trouve que tu parles très bien des photographes. En tant que galériste, tu vas me dire c'est normal et il vaut mieux. Est-ce que, je ne sais pas si tu parles aussi bien du 21e photographe de cette exposition qu'est toi-même, parce qu'effectivement, au-dessus de vos têtes,
au-dessus de votre tête, vous avez un travail de François, et il s'en cache bien. D'ailleurs, j'ai toujours pas vu l'étiquette. Ah oui, tu n'as pas mis ton nom. Ouais, ouais. Donc c'est une série de François Rastol. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Bien sûr. C'est compliqué, mais bon, moi je suis un photographe old school, je dis toujours. Ne me donnez pas un appareil numérique dans les mains, j'ai encore beaucoup de mal avec. Je ne sais pas faire, je ne sais pas comment vous faites, je trouve ça juste magnifique que vous y arriviez, donc c'est bien. Moi je travaille en argentique, mais c'est pas le fait que je travaille en argentique qui est bien, c'est surtout avec quoi je travaille. Cette série-là, elle date de 2012, s'appelle Burning Film. Elle a été faite avec une toy caméra, c'est avec un jouet en plastique. Comme quoi, ça me fait rire quand vous achetez des gros appareils qui coûtent des fortunes. Moi je travaille avec des jouets. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut faire avec un jouet. La particularité, c'est que comme Marjolaine, je suis quelqu'un qui touche à beaucoup de techniques alternatives à côté, que je fais ce qu'on appelle des soupes, c'est-à-dire que je trempe mes films en amont dans des solutions que je crée pour altérer les films et pour créer des choses. Autre chose, c'est je ne travaille qu'avec des pellicules périmées pour avoir aussi une altération de la pellicule dans le temps. Et parce que le temps a une importance dans mon travail, mais ça date depuis longtemps. Burning Film, c'est une série qui s'oppose à une autre série qui s'appelle Euforest. Quand j'ai commencé mon travail photographique, je cherchais toujours à faire des paysages parce que je suis un peintre, même si je faisais de l'impressionnisme abstrait, j'ai toujours c'était le paysage qui était important. Il y a mon livre là-bas, vous pourrez voir, c'est beaucoup de paysages très classiques, presque chiants à nourrir, mais c'était ma façon de faire, c'est comme ça que j'ai abordé la photographie à l'époque. Mais en même temps, je commençais déjà à travailler sur ces choses-là. Ça, il faut savoir que je prends la pellicule, c'est une pellicule 120, et que je l'ai déchirée, en fait, une fois développé tirage fait, je l'ai déchirée, je l'ai exposée, j'ai fait un flash de soleil pour la brûler. Donc c'est des brûlures, c'est le soleil qui est rentré sur la pellicule, et les chiffres que vous voyez, ce sont les chiffres de la pellicule qui s'impriment en même temps que le flashage se fait. Donc il n'y a pas de retouche, hein, tout est tel quel. Après quelques manipulations. Après quelques manipulations, c'est-à-dire voilà, de brûlage, etc. Et là, la pellicule n'avait pas été altérée, c'était la pellicule telle quelle, c'était une Fuji RCS. Et voilà, et ce que ça raconte, c'est pas très important pour moi, c'est ce que ça vous raconte, c'est ce que ça raconte aux gens qui est le plus important. Je raconte rarement, je diffuse pas mes œuvres, je ne montre pas très peu mon travail sur Internet, et moi je laisse les gens se projeter dedans, et ça plaît ou ça plaît pas. À partir du moment, là on est, je dirais techniquement que dans un domaine photographique, ouais. Mais avec toutes les manipulations que tu as évoquées, il y en a quand même pas des moindres, du film périmé, à l'appareil, enfin le choix de l'appareil, le choix du film, les manipulations, tes soupes comme tu expliquais derrière, et puis le soleil qui en rajoute, etc. Est-ce qu'à un moment donné, c'est pas quelque part réducteur de parler de photographie? Est-ce qu'on n'est pas finalement dans une création artistique où je dirais peu importe si c'est... Alors moi je me suis jamais, au départ je me suis jamais considéré comme photographe. Hein. Quand j'ai commencé, je faisais des images. Pour moi moi je réalisais en photo ce que je n'étais pas capable de faire en peinture. C'était ni plus ni moins que ça. Marc Rothko, qui était un peintre extraordinaire, qui faisait des rectangles, pour lui, dans sa tête, il faisait des paysages. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire c'est des choses que je ne savais pas faire en peinture parce que techniquement, je n'avais pas le niveau pour le faire. Et ça a été d'abord ça, la photo, je suis arrivé comme ça, la photographie. Et oui, à ce niveau-là, on est dans des tableaux, on est plus dans du tableau. Là, je trouve qu'on va plus être séduit par une œuvre, séduit par un rendu, séduit, enfin, c'est, comme tu le disais, c'est un petit peu ce que l'on ressent, on ne cherche pas forcément à exprimer, ou en tout cas, à exprimer quelque chose ou à imposer une idée, mais plus à laisser... C'est se laisser partir dans le sujet, après chacun il voit ce qu'il a envie par rapport à ça. Comme j'ai comme François un univers de peintre avant, et moi je disais toujours qu'en peinture j'essayais de représenter la réalité. En photographie, la réalité est là et on essaye de l'interpréter. C'est une démarche complètement différente, mais c'est une continuité de la démarche artistique. C'est un peu ça. Dans la conférence juste après, on pourra en parler avec Frère Jean. Tout à l'heure, j'ai eu une longue discussion avec lui sur qu'est-ce que la réalité. Moi, je dis que moi, ce que je fais en photo, c'est de la réalité altérée. C'est ça. Est-ce qu'il y aurait des questions? Parce qu'on va en avoir fini pour ce premier rendez-vous. Oui. Je vais vous faire écouter le bruit, Nicolas. Parce que c'est un son prêt? Super. Vous pouvez préparer vos questions. Hein. On a pour 2-3 jours.
Oh là, c'est beau. C'est beau. On dirait une pub. C'est ça. Est-ce qu'il y avait des questions? Oui, moi je voulais poser une question. Non, mais je peux Ça va? faire sans micro. Est-ce que finalement ce travail, tu pourrais pas le faire, mais à partir de négatifs ordinaires, plutôt qu'à partir de Polaroid? Alors, le négatif du Polaroid est très très fragile. Donc, c'est ce qui me permet de vraiment pouvoir l'altérer là où je veux. Sur un négatif classique d'une pellicule, je pourrais, mais ce serait dommage. Non, mais je posais la question de savoir si c'était vraiment important possible. ou pas, parce que... C'est possible à faire Oui, aussi. c'est possible. Oui. Toutes les techniques alternatives sont possibles à faire sur n'importe quel support, quel qu'il soit. Hein. Mais là, en l'occurrence, il y a plus de surface. Le fait qu'il y ait d'avoir plus de surface, il y a le geste est plus grand. Le Et donc, négatif est grand comme ça. Oui. mais sur le négatif d'une pellicule, ça serait pas plus que ça. C'est déjà... Non, mais on pourrait imaginer qu'elle travaille sur de la un moyen 6-6. format. Ah oui, sur un moyen fort. Ah ben, ça oui, tout à fait. Si on travaille à la chambre ou tout ça, oui, c'est possible. D'autres questions? Oui, bonjour. Tout à l'heure, vous avez employé le mot transfert Polaroid. Oui. Est-ce que c'est transfert avec les films qui sont séparés ou c'est le transfert l'écollement d'émulsion? Décollement d'émulsion, c'est ça. D'accord. Et est-ce que maintenant, avec les nouveaux films Polaroid qui ont été repris par qui s'appelle Polaroid original, oui. la chimie, est-ce que vous ne trouvez pas que la chimie a changé? Moi, Bien j'arrive à sûr. décoller. Bien sûr, la chimie a changé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec les nouveaux films, c'est beaucoup plus facile de le faire sur du noir et blanc que sur... voilà. Là, c'est par exemple... Sur la couleur, c'est très dur. La couleur est très très compliquée à transférer. Qu'est-ce que c'est comme film? C'est 600? Là, c'est 600 Polaroid original. Ça, c'est 70, mais Ouais. c'est Vous ne 600. trouvez pas que, comme on transfère sur le papier, ça donne le noir est plus noir, c'est un peu blanc. Alors moi, ce que je me complexifie un peu les choses, mais le noir et blanc, je le retourne en fait, pour obtenir un contraste beaucoup plus important. Parce qu'effectivement, si vous prenez votre photo telle qu'elle, elle va être pas très contrastée. Je la retourne. Donc, je croyais que les négatifs, chez Fuji, on pouvait récupérer les négatifs, Sur les Vous- FP sur les Instax, Non, sur les FP. mais pas sur le Polaroid. sur Polaroid, si, bien sûr On possible. récupère, mais il est très opaque. Ah, j'ai oublié, j'en avais pris un exemplaire, mais si, on peut le récupérer. Allô Parce que, oui, oui, d'accord. Vous le mettez dans l'eau chaude, hein, dans l'eau chaude, tout simplement. On est qui j'ai? Ça, c'est pour les Ça, c'est FP. pour les FP100. J'allais tomber. Ça, c'est pour les FP. D'autres questions? Non? Eh bien, écoutez, on va finir ce premier rendez-vous. Donc, je vous remercie à tous les Merci deux à toi. d'être venus. Et puis, merci à vous aussi Merci. de nous avoir suivis. Alors, je fais un petit rappel. Là, on va bientôt enchaîner en fait sur une